téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir et bienvenue à cette énième Zoom sur que nous consacrons ce soir au département de l'économie et des secteurs productifs. Après la rencontre de 2021 qui avait permis la mobilisation de 118 millions de dollars, la table ronde de NEMA s'est réunie à nouveau lundi dernier dans la capitale du Hod el-Sharqi. L'occasion pour les partenaires techniques et financiers de renouveler leur engagement d'accompagner les efforts de notre pays en matière de sécurité, de développement de la région du Hod el-Sharqi et d'apporter le plein soutien pour le financement du programme d'investissement public régional au titre de la période 2022-2025 d'un portefeuille de 29 projets de développement pour un coût global de 3,7 milliards MRI. L'objectif visé par ces projets et programmes est d'apporter un changement majeur dans le renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles de l'administration territoriale et des collectivités locales, d'améliorer les conditions de vie des populations et à terme de créer les conditions propices dans le développement économique et social de la région. Pour débattre des résultats de cette table ronde, nous recevons sur notre plateau de Zoom sur M. Cheikh Abdallahi Awa, coordinateur de la cellule de coordination, suivi, évaluation des projets et programmes de développement du Hod el-Sharqi, M. Mohamedou Ould Tijani, président du conseil régional du Hod el-Sharqi, Madame Bénédicte Brusset, directrice de l'Agence française de développement. Merci, chers invités, pour avoir répondu favorablement à notre invitation. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à suivre ce reportage de Mehdi Kanarli qui revient sur les travaux de cet atelier. La ville de Nema a abrité un atelier de commémoration de la table ronde de Nema sur le bilan et perspectives qui a ouvert des perspectives nouvelles de développement au niveau régional pour les populations du Hod el-Sharqi. C'est devant un parterre d'élus, d'opérateurs et de partenaires qu'a été brossé un bilan des différents projets et programmes. Pour coordonner et suivre l'exécution de ces projets de développement du Hod el-Sharqi, l'État a créé une cellule à laquelle il a confié la mission de coordination et de suivi-évaluation des projets déjà identifiés. Il s'agit là d'une tâche qui nécessite la mobilisation et l'engagement de tous les acteurs concernés autour d'un seul objectif commun afin d'articuler l'ensemble des interventions et de favoriser la synergie d'action. C'est dans ce contexte que se tient aujourd'hui cette rencontre après une année de l'organisation de la table ronde pour nous permettre de faire le point sur l'état d'avancement des engagements et d'évaluer les activités de la cellule et ses perspectives. Nous attachons une importance particulière à la mise en œuvre effective de ce programme d'investissement et nous nous engageons à poursuivre les efforts entrepris. Toutefois, je vous exhorte à intensifier votre appui pour que ces objectifs que nous avons définis ensemble soient atteints. Notre appui à cette cellule est multiforme. C'est un appui qui vise à faciliter sa mission de suivi et de coordination des projets et programmes financé par une série de bailleurs de fonds. Et donc, ce dont il s'agit ici, c'est un appui qui porte déjà sur l'expertise, avec des cadres de haut niveau qui sont placés donc, au niveau de la cellule pour s'occuper du partenariat, de la mobilisation de ressources, mais également du développement d'un outil qui est très important, qui est celui qui porte sur une base de données, qui permet justement un suivi très rapproché et une coordination efficiente des programmes et projets. Par ailleurs, nous apportons également un appui en matière donc, de matériel, aussi bien informatique, bureautique, pour permettre un fonctionnement vraiment à l'aise donc, de cette cellule. Enfin, notre appui porte également sur des éléments logistiques, des véhicules, etc., qui nous paraissent donc essentiels pour donc, le bon déroulement donc, de la mission de la cellule. M'appesantir sur l'appui que nous apportons, plus spécifiquement à la wilaya de Chargui en général, mais spécifiquement à Bassigno. Comme vous le savez, nous avons procédé hier au lancement d'une initiative qui est très importante pour nous, parce que c'est une initiative qui est multiforme. Elle est non seulement innovante,
puisqu'il s'agit en fait d'utiliser des déchets organiques pour produire du biogaz, donc du gaz propre, qui sert donc aux ménages les plus pauvres et les plus vulnérables. Donc on fait un lien avec également la pauvreté. Mais par ailleurs, ce qui est important, c'est que ce projet non seulement fait le lien avec l'environnement, comme je le disais, les questions d'énergie renouvelable, les questions de pauvreté, mais qui favorise également les femmes et les jeunes, donc un aspect genre très important. Et enfin, et ne l'oublions pas, c'est également un projet qui va nous permettre d'éviter la coupe de bois, de limiter l'utilisation du charbon. Par ailleurs, opportunité de création d'emplois verts, mais également de créer des chaînes de valeur. Monsieur le coordinateur, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous édifier sur les différentes missions de la cellule? Merci beaucoup. D'abord, je tiens à remercier la télévision mauritanienne de nous offrir cette opportunité de pouvoir justement édifier les populations sur justement le travail qui a été fait par la cellule. Je tiens d'abord à rappeler le contexte dans lequel la cellule a été créée. Comme vous le savez, vous l'avez rappelé dans le reportage, après la table ronde qui a eu lieu le 27 novembre 2021 à Néma, sous la présidence de son Excellence M. le Premier ministre, les partenaires, comme vous le savez, s'étaient mobilisés, s'étaient fortement engagés à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de projets structurants pour la région. Donc, comme vous le savez, le Hod Sharqi a été déclaré par le gouvernement mauritanien comme une zone de convergence des politiques publiques. Et donc, une stratégie a été faite à l'issue de toute une approche qu'on appelle l'approche territoriale intégrée, sur laquelle Bénédicte va certainement revenir, mais quand même qui nous a permis de faire un diagnostic du territoire pour savoir quels sont les véritables problèmes auxquels sont confrontées les populations, un diagnostic participatif qui a été fait de manière participative en concertation avec les acteurs locaux, c'est-à-dire les élus locaux, les services techniques déconcentrés de l'État, mais aussi les autorités, la société civile locale. Donc tout le monde a participé à ce diagnostic participatif, à l'issue duquel une stratégie a été faite. Donc cette stratégie est la déclinaison régionale de la stratégie nationale du gouvernement, qui est la SCAP. Donc cette stratégie a été présentée lors de la table ronde, et les partenaires qui ont vu l'efficacité de la diplomatie économique mauritanienne et la pertinence des politiques publiques qui ont été présentées, les partenaires se sont alignés sur le programme. Sur les 100 millions de dollars qui avaient été demandés à l'époque par le gouvernement, 118 millions ont été annoncés, donc beaucoup plus que ce qui a été demandé. Donc à l'issue de la table ronde, afin de pouvoir justement faciliter la mobilisation de tout ça et de le mettre en œuvre, le ministère des Affaires économiques a mis en place une structure, qui est la cellule, qui a été chargée de deux missions principales. D'abord, la coordination, car comme vous le savez, je le répète encore, dans le Hod Sharqi, il y a beaucoup d'intervenants, étatiques, non étatiques, du sein des Nations Unies, des bilatéraux, des multilatéraux, mais aussi des ONG nationales et internationales, et beaucoup d'actions qui se font, mais très peu de coordination entre tous ces intervenants. Donc il a fallu mettre en place un cadre de concertation de coordination au niveau régional qui a été déjà fait, mais aussi une autre mission de suivi et d'évaluation des actions qui sont faites sur le terrain. Donc nous, notre rôle est double ou triple. D'abord, un rôle de coordination entre tous les intervenants pour savoir qui fait quoi. Nous avons déjà les outils sur lesquels on pourra revenir dans l'émission, mais aussi faire le suivi des actions qui sont effectivement réalisées sur le terrain et leur évaluation pour voir si ces actions répondent aux cahiers de charges qui ont été préalablement établis ou s'il y a des choses à corriger ou à recadrer. Donc je pense qu'une année après la mise en place, après la table ronde et quelques mois après la mise en place de la structure, aujourd'hui nous sommes contents d'avoir accueilli son Excellence M. Khan Mahmoud Ousmane, le ministre des Affaires économiques, qui a lancé 7 projets sur les 29 initialement annoncés à Néma. Avec Madame la directrice de l'AFD, est-ce qu'on peut avoir une idée ou édifier nos téléspectateurs sur l'engagement de l'Alliance Sahel? Oui, merci de nous recevoir. Effectivement, je représente plus ce qu'on appelle le chef de file de l'approche territoriale intégrée. C'est l'AFD qui a été choisi pour faire cela, que l'AFD seul. Et donc, tous les membres de l'Alliance Sahel sont représentés, c'est-à-dire c'est la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Allemagne, la France, l'Espagne, les Nations Unies à travers le PNUD et tout récemment les États-Unis depuis le 1er janvier de cette année. Donc effectivement, l'an dernier, nous avons les membres de l'Alliance Sahel interviennent à 2 niveaux. Premièrement, à travers les investissements dans les projets. Donc ça a été dit, 118 millions de dollars qui ont été annoncés. Et ensuite, ce travail pour permettre à ce que les autorités
le wali, les hakems, les élus, maires ou conseil régional puissent mieux maîtriser les outils et la stratégie de développement. Donc voilà l'action des membres de l'Alliance Sahel à ces deux niveaux. 7 projets ont été lancés lors de cet anniversaire, un an après la table ronde, ce qui correspond à peu près à 24-25% des engagements qui avaient été pris. Si on ne prend que la France à travers l'AFD, c'est également 25% de conventions qui ont été signées et 10% des financements qui sont déjà décaissés, ce qui veut dire qu'il y a déjà des actions sur le terrain. C'est le cas notamment sur le sujet de l'approvisionnement en eau potable, par exemple. Mais les projets qui ont été lancés concernent les retenues d'eau, qui permettent à la fois d'alimenter la nappe phréatique et de donner de l'eau pour le bétail et pour l'agriculture. On a eu une année très pluvieuse cette année, ce qui fait que ça permettra d'améliorer ça. Ça, c'est un des projets qui a été lancé à Amourge le 3 décembre. Et l'autre projet est un projet qui s'appelle, je vais mal le dire, Tenmia Inkelkush. Klinkush. Voilà. Donc le Kouch, vous savez, c'est cette région, Amourge, Bougadoum et Adel Bagrou, qui concerne cette région et qui permet à ce que et les élus et les services techniques de concentrés travaillent ensemble pour appuyer les populations dans l'agriculture, dans l'élevage, la santé, etc. Tant mieux. Avec nous également ce soir, M. Mohamedou Ould Tijani, qui est en ligne depuis Néma. C'est le président du conseil régional du Hod Sharqi. Monsieur le président, bonsoir. Bonsoir. Est-ce en quoi le conseil régional est associé à cette vaste ou à ce vaste chantier de développement de votre région? Merci beaucoup, merci de nous donner l'occasion de pouvoir nous exprimer par rapport à cette question. Bon, le conseil régional, comme vous savez, notre souci, c'est le développement économique et social de la région, développement économique et social équilibré de notre territoire et surtout durable. Et ce souci qui est un défi majeur pour le développement économique et social de la région a été partagé avec nous par les pouvoirs publics, en l'occurrence l'engagement du président de la République et du gouvernement, par le fait d'abord qu'ils ont érigé la région du Hod Sharqi en zone de convergence des partenaires économiques et financiers, et ensuite a également élaboré la première SCAP au niveau régional. C'est la SCAP de la région du Hod Sharqi et son adoption qui a fini par l'organisation l'année dernière de la table ronde pour le financement de cette table ronde qui a été un financement qui a été acquis de façon satisfaisante pour lequel nous remercions non seulement le gouvernement mais aussi les partenaires techniques et financiers. Donc c'est pour dire qu'ayant également cette stratégie régionale de développement, il nous faut un outil de mettre en œuvre cette stratégie pour améliorer les conditions de vie de nos populations. C'est dans ce cadre que nous considérons que la cellule de coordination et de suivi du développement de la région peut constituer aujourd'hui le bras technique pour le conseil régional, pour la simple raison que, étant une institution naissante et nous ne disposons pas de personnel technique, il faudrait que nous ayons l'appui technique de la cellule, en plus bien sûr des services techniques déconcentrés. Donc nous considérons que le conseil régional est en pleine collaboration et en partenariat avec l'ensemble des acteurs locaux, mais aussi avec les partenaires techniques et financiers. Merci, Monsieur le Président. Je reviendrai à vous au cours de cette émission. Au cours de sa visite au Hod Sharqi
le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs a procédé au lancement de plusieurs projets. Est-ce qu'on peut avoir une idée précise de ces projets? Effectivement, Son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires économiques, a été dans la région. Donc, il a visité plusieurs localités de la région, notamment les villes de Nema, Amourj, Bangou, Bassikouloum, Berra et Vassala. Donc, dans toutes ces localités, il a lancé, comme on l'a dit tantôt, 7 projets sur les 29 qui avaient été annoncés. Et je pense que quand même là, c'est une prouesse extrêmement importante parce que la cellule est naissante, on a juste quelques mois et on a un mandat de 5 ans. Et déjà, pour le premier mois, nous avons lancé 7 projets. Il s'agit donc de 3 projets de l'AFD, un projet PIVRE qui est extrêmement important dans le domaine des retenues d'eau. Comme il a dit tout à l'heure, cette année, nous avons une bonne pluviométrie, mais nous avons malheureusement très peu de maîtrise de ces eaux de surface. Et donc, ce projet va permettre non seulement d'aider à l'amélioration de l'agriculture, de la production agricole dans la région, mais aussi au développement du pastoralisme, notamment les zones de pâturage, mais aussi d'alimenter la nappe phréatique et qui va avoir des conséquences sur l'approvisionnement des populations en eau potable. Donc c'est un projet très important qui a été lancé par le ministre à Amourj. Le deuxième projet qui a été lancé à Amourj, c'est le projet TIC, Tenmi Tiklim Kouch. Là, il s'agit d'une approche nouvelle pour le gouvernement et pour ses partenaires de développement communautaire qui va prendre en considération les besoins spécifiques et réels des populations. Donc il s'agit de promouvoir le développement économique du territoire du Kouch. Le territoire du Kouch, c'est les communes d'Amourj, Adel Bagrou et Bougadoum. Donc des projets qui vont être conçus par les conseils municipaux en collaboration avec les populations, avec l'appui des services techniques et bien entendu l'appui des partenaires, de la cellule, des autorités, tout le monde. Donc c'est des projets qui vont avoir comme ligne de mire l'emploi, la création d'emplois pour les jeunes, la création de richesses pour les populations, l'autonomisation des femmes, mais aussi l'amélioration des conditions de vie de manière générale des populations. Le troisième projet qui est financé par l'AFD est celui relatif à la justice. Donc là, il s'agit de former les mouslih au niveau des localités, au niveau des communes, pour que tous les conflits sociaux qui ne peuvent pas être les populations ne peuvent pas aller directement vers la justice, puissent trouver des intermédiaires au niveau des localités qui sont formés sur les techniques, sur les procédures de règlement pacifique des différends. Donc ça va permettre de maintenir la paix sociale, la cohésion sociale, car pour le gouvernement, dans sa stratégie judiciaire, il ne peut pas y avoir de développement sans paix. Et donc la paix sociale, la cohésion sociale va être renforcée davantage grâce au rôle que vont jouer les mouslih au niveau des localités et des communes. Donc, 2 projets également ont été lancés par l'Union européenne. Il s'agit du projet Karama, qui va intervenir dans les zones frontalières de Mekve et de Vassala. C'est des communes qui sont très exposées, qui sont à la frontière avec le Mali, qui sont très peu pourvues en services de base. Là aussi, la même approche que pour le projet TIC va être développée ici. Il s'agit de projets qui vont être identifiés par les conseils municipaux, par les comités villageois et exécutés par eux-mêmes. Bien entendu, avec l'appui des services techniques déconcentrés et sous la supervision de la cellule. Donc, un autre projet a été lancé ce projet a été lancé par le ministre à Vassala. Un autre projet, le 4e projet ou le 5e lancé par le ministre est celui relatif à la cohésion sociale entre les populations hautes et les réfugiés. Donc lui, il a été lancé à Mberra, dans le camp de Mberra. Comme vous le savez, la wilaya de Hod el-Sharqi abrite le plus grand camp de réfugiés en Mauritanie, qui est le camp de Mberra, réfugiés maliens, où il y a plus de 80 000 réfugiés, mais aussi il y a un très grand nombre de réfugiés qui sont hors camp. Et bien entendu, les populations mauritaniennes, dans leur tradition légendaire d'hospitalité et d'accueil, on accueille avec vraiment grand plaisir les populations maliennes. Il n'y a jamais eu de confrontation. Mais seulement, étant donné que les populations sont tous des pasteurs dans cette zone, et pour que cette cohésion sociale puisse continuer, donc ce projet a été conçu et qui va être exécuté par la SCR, financé par l'Union européenne, pour aider justement à la cohabitation sociale et la cohésion pacifique entre les populations hautes et les populations réfugiées. Le 6e projet lancé est un projet qui a été lancé par la Banque mondiale dans le cadre du PRAPS 2. Il a été lancé par le ministre dans la localité de Bangou. Là, il s'agit de faire des pare-feux manuels. Pour le moment, on est à 500 km de pare-feux manuels et quelques puits pastoraux. Ces pare-feux manuels sont extrêmement importants parce qu'ils permettent donc de créer des sources de revenus pour les populations locales. Ensuite, ça préserve l'environnement, ça lutte contre les feux de brousse et ça permet aussi aux populations de pouvoir avoir un désenclavement des pistes rurales. Donc, c'est 500 km qui, donc, et M. le ministre a insisté pour l'augmentation justement de ces pare-feux manuels. Et le 7e projet qui a été lancé est un projet financé par le système des Nations Unies, particulièrement le PNUD.
C'est un projet de biogaz. Donc là, un générateur a été installé à Bassekno qui va créer du gaz butane à partir des bousses de vache. Donc c'est un projet novateur qui va permettre donc de préserver l'environnement, de lutter contre les coupes de bois et donc de permettre aux populations de généraliser l'utilisation du gaz butane dans cette zone-là. Pour le moment, ce projet travaille dans la zone de Bassekno, mais à terme, on compte bien le généraliser dans beaucoup de communes de la wilaya. Madame Bénédicte, pourquoi d'abord le choix de la wilaya du Hod Sharqi et puis quel sera l'impact, puisque nous tenons à voir votre point de vue en qualité de partenaire, l'impact de ces projets sur les populations locales de cette wilaya? Donc ce ne sont pas les membres de l'Alliance Sahel qui ont choisi le Hod Sharqi. Le G5 Sahel avait identifié le Hod Sharqi et le Hod Garbi comme deux zones frontalières avec des risques de conflits sociaux, qu'il fallait donc préserver la paix, etc. Donc sur ces deux zones, sur ces deux territoires, sur ces deux wilayas, les membres de l'Alliance ont dit commençons à faire un travail approfondi dans le Hod Sharqi. C'est ce que nous avons commencé à faire en travaillant non seulement sur des investissements à travers des projets, comme ces 7 projets, et il y en a d'autres qui doivent venir, puisque la stratégie régionale, vous l'avez dit, c'est de 2021 à 2025. Donc peu à peu, les projets vont se dérouler. Mais également en donnant aux autorités les moyens de mieux contrôler leur développement. Donc l'appréciation que nous faisons aujourd'hui, c'est que le rythme est bon, 25% sur 4 ans, le rythme est correct. Je pense qu'on met tous nos efforts pour que ce soit l'État, à travers ses administrations centrales et déconcentrées, et les partenaires, pour que les projets se déroulent le plus vite et aient des impacts importants, puisque c'est ça le but recherché, c'est bien améliorer les conditions de vie des populations, améliorer leur bien-être. Si je donne un exemple sur l'eau, on a vu déjà que dans les 5 ou 6 dernières années, l'accès à l'eau potable est nettement meilleur dans le Hod Sharqi, même s'il n'atteint pas encore le taux d'accès à l'eau potable au niveau national. Mais on a des progrès qui sont constants et tous ces investissements vont nous amener à accélérer ces progrès, à passer à la vitesse supérieure. Espérons-le. Quelles sont les principales recommandations de cette rencontre et est-il important de les prendre en compte? Mais avant de revenir sur les recommandations, je me permettrai quand même de revenir sur le choix du Hod Sharqi. Vous savez, pour le gouvernement est convaincu que la région du Hod Sharqi est l'une des régions quand même. D'abord, c'est la région qui partage la plus longue frontière avec le Mali, 1200 km de frontière. C'est la région la plus peuplée après Nouakchott, avec 31 communes déjà. Et donc, c'est la région la plus exposée peut-être. Et donc, c'est pourquoi le gouvernement a entrepris une politique de sécurité par le développement. Vous savez que la Mauritanie, dans le cadre de sa stratégie sécuritaire, a mis en place un dispositif qui a donné de très bons résultats sur le plan sécuritaire. Mais ce dispositif doit être accompagné aussi par un dispositif de développement, spécifique de développement. C'est pourquoi la région a été érigée en zone de convergence, a été déclarée zone de convergence des politiques publiques. Et depuis un certain temps, avec le gouvernement, s'attelle à ce qu'il y ait des projets concrets et qui vont changer de manière conséquente le niveau de vie et le mode de vie des populations. Fixer les populations déjà, mais aussi améliorer leurs conditions de vie et atténuer le plus possible, comme vous l'avez dit, l'exode vers les autres régions. Et c'est en train de donner des résultats. Donc les projets qui ont été conçus, les 29 projets, le portefeuille de projets actuellement, il a été conçu de manière concertée avec les acteurs locaux. Ce ne pas des projets, j'allais dire, prêts à porter, qui sont faits par des experts et un peu parfois pas taillés sur mesure, mais c'est des projets qui ont été conçus avec les populations parce que c'est des projets qui sont faits pour les populations. Maintenant, lors de cet atelier qui a été présidé par son Excellence Monsieur le Ministre, on a fait un peu le bilan. Le bilan de la table ronde, une année après, qu'est-ce qui s'est passé? Et comme il l'a dit, actuellement, force est de reconnaître que 24% des projets ont été lancés. Et il nous reste encore 4 ans pour le restant. 4 ans pour le restant. Donc je pense qu'à l'issue de ces 4 ans, facilement, si on continue avec ce rythme qui est bon, on va facilement atteindre les résultats escomptés. Et même, on compte faire plus.
Le gouvernement, on est actuellement en train de travailler sur l'identification de nouveaux projets et la mobilisation de nouveaux bailleurs pour d'autres projets qui n'étaient pas dans le portefeuille initial. Et donc le ministère des Affaires économiques, le ministre, son équipe travaille d'arrache-pied pour renforcer, pour amener de nouveaux projets et mobiliser d'autres partenaires pour justement renforcer cette vision du gouvernement par rapport à les ambitions du gouvernement par rapport à la région du Hod Sharqi. S'agissant de la rencontre, les recommandations, puisqu'il faut quand même en parler, est-ce que vous avez une idée des recommandations qui ont été avancées Donc l'atelier qui a été fait à Néma, comme je l'ai dit encore, a regroupé tous les acteurs territoriaux, c'est-à-dire les autorités locales, les élus, conseils régionaux et maires, la société civile, les services techniques déconcentrés de l'État, mais aussi les partenaires présents sur le terrain. Donc, à l'issue de cet atelier, 3 recommandations principales sont sorties. La première recommandation, c'est que tous les acteurs territoriaux veulent plus d'implication dans la conception des projets qui leur sont destinés. Parce qu'ils pensent qu'ils connaissent mieux que quiconque leurs priorités et leurs besoins et ne veulent plus que les gens réfléchissent à leur place. Donc, je pense que, et là, c'est l'approche du gouvernement. Donc, ils veulent plus d'implication dans la conception, mais aussi la mise en œuvre des projets. Ça, c'est la première recommandation. La deuxième recommandation est relative aux ONG nationales et locales. Parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont encore exécutés par certaines ONG internationales, alors que les ONG, il y a des structures au niveau national et même au niveau local qui peuvent, bien entendu, avec un peu de renforcement des capacités, faire ce travail. Donc ces acteurs-là ont demandé plus d'implication dans la mise en œuvre de ces projets-là. Et la troisième recommandation qui est sortie à l'issue de cet atelier, c'est que cette cellule, la cellule puisse évoluer vers, pourquoi pas, une agence régionale de développement, afin qu'elle puisse réellement, non seulement faire le travail localement, mais aussi accompagner le conseil régional, les conseils municipaux à exécuter leurs projets et programmes. Un programme ambitieux comme celui-ci nécessite une véritable campagne de sensibilisation. Est-ce que ça a été le cas et qu'est-ce qui a été mis à profit pour arriver à cet objectif? Peut-être sensibilisation, mais le plus important, c'est que ce qui existe sur le papier, l'organisation de l'État propose des services techniques. Je vais prendre l'agriculture. D'accord ? À la délégation régionale, comme dans toutes les wilayas, vous avez un certain nombre de techniciens, d'ingénieurs agronomes qui connaissent leur territoire et qui peuvent apporter des conseils aux populations qui cultivent. Vous avez d'un autre côté des communes qui elles-mêmes, ou le conseil régional, des élus, qui eux peuvent avoir, le conseil régional a des financements aujourd'hui qui lui permettent d'investir dans la région. Les communes, certains projets les donnent, c'est le cas de l'AFD. Et les projets dont on parle sont financés par les communes, mais n'ont pas vocation à être des ingénieurs agronomes, des ingénieurs d'élevage ou des médecins, etc. Donc tout le travail qui est fait dans le Hod Sharqi permet à ce que ce qui est écrit sur le papier fonctionne effectivement. Et c'est tout l'enjeu et le travail de la cellule de faire travailler tout ce monde ensemble, parce que c'est pas si facile. La wilaya est grande, les ressources humaines, parfois dans les services, au niveau régional, on a beaucoup de monde, mais dans une moukhata, il faut le dire, vous pouvez avoir un inspecteur de l'élevage, un inspecteur de l'agriculture. Pour toute une moukhata, c'est difficile. Donc tout le travail de la cellule, c'est d'arriver à faire travailler tout ce monde ensemble et qui pourrait, comme l'a dit le président du conseil régional, comme le dit aussi le coordinateur, devenir un peu le bras armé technique des autorités régionales. Donc si j'ai bien compris, allez-y, vous voulez... Oui, par rapport à la stratégie de communication, parce qu'effectivement, il faut le constater, la communication est un peu le parent pauvre des politiques publiques, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font, mais peu de gens le connaissent en réalité. C'est pourquoi nous avons mis en place dans la cellule une stratégie de communication qui a été faite grâce à l'appui du HCR. Donc, elle nous a permis de pouvoir identifier déjà, de faire des projets, des fiches, travailler sur des outils nouveaux de communication, que sont les réseaux sociaux, mais aussi travailler avec les acteurs locaux, les radios locales, les moyens locaux de communication, pour pouvoir justement mettre à la disposition des acteurs locaux toutes les informations sur ce qui se fait. Donc pour cela, nous avons une base de données, je ne sais pas si on va revenir là-dessus, une base de données qui est un peu le mapping des intervenants dans la région, qui fait quoi, où et comment. Donc cette base de données actuellement, elle va être bientôt mise en ligne. Elle va permettre à tous les acteurs,
que ce soit au niveau territorial, mais aussi au niveau central, de pouvoir savoir exactement ce qui se fait, par qui, où et comment. Donc là-bas, déjà, grâce à l'appui du PNUD, la base de données a été conçue. Elle a été conçue actuellement. Un expert international a été mis à notre disposition. Il nous a aidés pour sa conception. Et cette base de données actuellement est en train d'être alimentée par les services techniques compétents territorialement, les services de l'ANSAD. C'est eux qui vont alimenter la base de données. Et cette base de données sera bientôt mise en ligne. Elle pourra être accessible par tout le monde. Et donc, tout le monde pourra avoir l'information exacte sur la réalité des projets exécutés sur le terrain dans le Hod Sharqi. D'accord. À vous entendre parler tout à l'heure, j'ai comme l'impression que le personnel sur place ne suffit pas à s'acquitter de la mission. Puisque vous parlez d'une vaste région, il y a un délégué, est-ce qu'aujourd'hui il y a nécessité d'augmenter ce personnel? Au niveau régional, il n'y a pas qu'un délégué, il y a plusieurs chefs de service. Mais oui, je pense qu'il faut le dire. C'est vrai que pour arriver à fournir un service public de qualité, on a besoin d'argent, mais on a aussi besoin d'hommes et de femmes. Et ces hommes et ces femmes sont parfois sont pas assez nombreux ou n'ont pas les moyens de travailler. Enfin, non, pas les moyens. C'est à renforcer. La qualité des services publics dépend aussi de la quantité de ressources humaines de l'État. Et quelle appréciation faites-vous déjà du bilan de la cellule, puisque vous êtes quand même un partenaire? Oui, donc la cellule est une structure jeune. Je crois que quasiment tous les membres de l'Alliance Sahel se sont mobilisés pour l'aider dans son travail. Au-delà de cette base de données qui est très importante, qui permet aux décideurs politiques de voir que dans tel Mourata, il n'y a pas d'investissement, alors que le taux d'accès à l'eau va être de 30%, et pourtant le projet n'est pas là. Donc ça permet d'aider sur les choix d'investissement dans son dialogue avec les partenaires. Mais on a aussi le groupe de travail régional dirigé par le Wali qui permet aux services techniques déconcentrés de discuter des différents sujets avec les partenaires qui sont sur place. Pour certains partenaires, comme l'AFD, la Banque mondiale ou la BAD, ceux qui mettent en œuvre les projets, c'est l'administration. Donc ce sont ces services techniques déconcentrés. Pour d'autres, comme les Nations Unies, ce sont des agents des Nations Unies ou des ONG. Donc tout ce monde se met autour de la table de façon à ce que les politiques publiques telles qu'elles ont été conçues ici en Mauritanie soient respectées, soient appliquées. Je vais prendre par exemple le secteur de l'éducation. Il dit que doit être mis en place des comités de gestion des écoles dirigés par le chef d'établissement, avec l'association des parents d'élèves, avec l'inspecteur de l'éducation. Et tout ce monde-là doit aider à améliorer le fonctionnement de l'école. Une autre ONG pourrait avoir une autre approche. Et ce genre de groupe va dire non, écoutez, la politique de la Mauritanie, c'est les comités de gestion. Si vous voulez intervenir dans l'éducation, vous pouvez construire des classes. Il y en a encore 500 à construire dans le Hod Sharqi. Vous pouvez aider à l'accompagnement de ces comités de gestion, plutôt qu'une ONG qui se mettrait à aller faire une école dans une localité de 150 habitants, alors que ce n'est pas la politique de l'État. C'est un exemple que je donne. Donc ça, c'est les groupes de travail régionaux. La même chose doit se faire au niveau des Mourata, les groupes de travail départementaux aussi. Et la cellule a pour mandat d'aider le Wali et les Hakem à animer ces groupes pour que les interventions et les projets se déroulent le mieux possible. Monsieur Mohamedou Tijani, je rappelle que vous êtes le président du conseil régional des Hod Sharqi. Est-ce que vous êtes en ligne toujours avec nous? Comment les populations du Hod Sharqi perçoivent le développement de leur wilaya et quelle est leur part de responsabilité dans ce grand chantier? Bon, écoutez, donc, c'est pour dire que, en tant que représentant des populations de la région du Hod Sharqi, on se félicite du lancement de ces différents projets. Mais comme vous le savez, notre souci majeur, qui est d'ailleurs un souci partagé avec nous par le gouvernement, c'est de voir, comme je vous ai dit tout à l'heure, les conditions de vie de nos populations s'améliorer rapidement. Donc nous estimons que ces projets lancés
répondent aux besoins des populations dans certaines composantes. Donc, ce que nous estimons aujourd'hui, c'est que ces projets soient réalisés dans les brefs délais et avec une satisfaction des besoins des populations. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que ces projets lancés puissent se réaliser rapidement et que des ressources additives soient trouvées également pour renforcer le gap qui se trouve par rapport à certaines activités. Le deuxième aspect, c'est pour dire également que nous avons beaucoup de potentialités au niveau régional, que plusieurs secteurs peuvent être productifs. En l'occurrence, les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, où les populations du Haut-Charqi ont besoin que ces secteurs soient diversifiés et qu'il y ait une valeur ajoutée. Il faudrait que désormais, que la conception des autres projets à venir puisse également intégrer cette dimension et explorer d'autres secteurs productifs pour être soumis dans le cadre de l'exécution de ce programme. À ce titre, je ne terminerai pas avant de remercier, comme je l'ai dit d'abord, le gouvernement pour avoir conçu et prendre l'initiative d'élaborer ce programme de développement régional, de créer les structures nécessaires pour sa mise en œuvre, que ce soit nos collectivités territoriales, le gouvernement ou les autres partenaires techniques et financiers, mais surtout demander également aux partenaires, en l'occurrence l'AFD, pour laquelle je la remercie, chef de file de l'Alliance Sahel, c'est de pouvoir explorer également davantage de ressources pour pouvoir booster davantage le développement économique local de la région. Donc, on se félicite également de la bonne collaboration entre les différents acteurs locaux, que ce soit l'administration, les collectivités territoriales, la société civile, mais aussi les partenaires techniques et financiers. Donc, cette coordination assurée par la cellule ne pourra que donner un résultat positif dans la mesure où tous les acteurs sont engagés et que le temps soit mis, bien sûr, à disposition pour améliorer vite les conditions de vie des populations. Oui, mais je vais quand même vous interpeller Donc, sur la même question. Ne peuvent être que satisfaites. Sur la même question que j'ai adressée à Madame Bénédicte. Davantage d'intervention dans les différents domaines. Oui, mais quelle appréciation faites-vous déjà ou pouvez-vous faire sur le bilan ou le travail de la cellule? Donc, nous considérons que la cellule vient de naître, une année de mise en place. Donc, nous savons que le travail déjà accompli, c'est de mettre à disposition déjà de nos acteurs locaux une base de données, un mapping d'intervention qui est extrêmement important pour la région et qui peut servir également d'appui au développement local. La deuxième appréciation, c'est que les populations du Haut-Charqi louent également cette action et considèrent que c'est une importance particulière a été donnée à cette population par le gouvernement, en l'occurrence le président de la République, pour avoir réitéré plusieurs fois sa volonté de voir la région se développer économiquement et socialement. Donc on ne peut qu'apprécier positivement le travail déjà fait, aussi bien par le gouvernement, mais aussi par les partenaires au développement et par les cellules qui viennent d'être créées. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le coordinateur, je vais également vous interpeller sur le personnel dont a parlé tout à l'heure Bénédicte. Est-ce que vous estimez, en tant que coordinateur du projet, qu'il y a suffisamment de personnes pour accomplir cette tâche? Oui, mais j'aimerais d'abord, si vous me permettez, avant de venir sur les ressources humaines, de venir sur les outils dont dispose la cellule. Donc, Mme Busset a parlé tout à l'heure de la coordination, parce qu'effectivement, le volet coordination est quelque chose d'extrêmement important
pour permettre à tout le monde de pouvoir réaliser les actions qui sont convenues. Et pour cela, la cellule a mis en place 3 structures de coordination. On a ce qu'on appelle le groupe de travail régional, qui est présidé par l'OALI et le vice-président et le président du conseil régional. Donc c'est une instance qui se réunit une fois par mois, théoriquement, mais en fait, donc normalement une fois par mois. En tout cas, nous, on va s'atteler pour que se réunisse une fois par mois. Donc il regroupe le président par l'OALI, tous les élus locaux, tous les partenaires, et les services techniques déconcentrés, et donc qui fait un peu le point sur l'état d'avancement de tous les projets exécutés dans la région en un temps déterminé. Donc c'est le GTR, il est déjà créé, il s'est déjà réuni et une réunion est prévue bientôt. Et donc cette structure de coordination, elle va permettre donc à tout le monde de pouvoir savoir ce qui se fait dans la région déjà au niveau territorial. Donc personne, aucun maire ne pourra nous dire « moi je ne suis pas au courant de telle action réalisée dans ma commune », ni aucun préfet. Donc ça c'est au niveau régional. Au niveau départemental, nous avons les GTD, les groupes de travail départementaux, qui a la même configuration que le GTR et qui est présidé par le Hakem et qui regroupe les maires, les inspecteurs départementaux, la société civile, tous les partenaires présents dans la Moukhata et qui se réunissent de manière régulière pour faire aussi le point sur l'état d'avancement de tous les projets exécutés dans cette circonscription administrative qui est la Moukhata. Mais en même temps aussi, nous avons la 3e structure qui est les GTS, les groupes de travail sectoriels. Donc là, ce sont par piliers de la SCAP. Nous avons des groupes de travail sectoriels sur la stratégie de croissance accélérée de prospérité partagée. Donc nous avons des groupes sur, par exemple, l'éducation, sur la santé. Donc là, il s'agira de regrouper autour d'une même table tous les intervenants dans la région qui travaillent dans ce secteur-là. Donc là, pour cela, nous avons bénéficié d'un appui de l'AFD, un appui très important de l'AFD pour la mise en place justement de ces structures-là, mais aussi pour la formation des membres des structures sur leur mission. Parce que parfois, les gens se réunissent autour d'une table, mais ne savent pas en réalité quelles sont leurs missions. Donc là, nous avons mis en place, grâce à l'appui de l'AFD, des outils qui ont été réalisés, des outils donc pour permettre aux membres déjà des GTD, GTR, GTS, de pouvoir savoir quelles sont leurs missions, qu'est-ce qui est attendu d'eux, et de pouvoir faire convenablement leur travail. Donc ça, c'est extrêmement important. Effectivement, comme il l'a dit, force est de le constater, il y a malheureusement un déficit en ressources humaines au niveau local, particulièrement au niveau du Moukhata. Si au niveau de la région, on arrive plus ou moins à pallier à ce déficit, parce qu'au niveau des délégations, des directions régionales, il y a quand même des cadres d'un très bon niveau qui peuvent faire ce travail de conception. Malheureusement, ce n'est pas encore tout à fait le cas au niveau des Moukhata. Donc il y a ce déficit de ressources humaines. Mais l'une des missions de la cellule est justement d'accompagner les acteurs locaux. Et là, nous avons élaboré un programme de renforcement des capacités des acteurs locaux pour leur permettre, parce qu'actuellement, avec ce programme qui est mis en place dans le Hod Sharqi, il est beaucoup demandé des autorités et des services techniques déconcentrés, et même des élus. Parce qu'un maire, maintenant, il avait un plan de développement local ou municipal qu'il regardait à peine. Maintenant, on va le suivre, voir comment ce plan est mis en œuvre. Donc, il est demandé un travail supplémentaire aux autorités, aux services techniques déconcentrés et même aux élus. Donc, pour cela, nous avons mis en place un programme de renforcement des capacités pour pouvoir justement accompagner ces acteurs-là afin qu'ils puissent réellement jouer le rôle qui leur est demandé. Et sur le sujet des ressources humaines, je voulais juste vous signaler une petite expérience qui va avoir lieu dans ce fameux territoire du Kouch, où avant-hier, une convention a été signée avec le programme Ouattanouna, le programme de volontariat, et la Direction générale des collectivités territoriales pour mettre à disposition 20 jeunes diplômés pour aider chaque maire, pour aider chaque inspecteur au niveau Mourata et également parfois au niveau de la région, comme l'agence Teshril, par exemple, on parlait d'emploi, etc. Donc c'est un peu un test pour dire, est-ce qu'avec des ressources humaines supplémentaires et des ressources financières pour les communes, on peut faire un peu la différence. Peut-être qu'un ne suffira pas, mais on va tester ça pour voir si après, quand on met à l'échelle au niveau de toute la wilaya, on aura des données un peu plus importantes. Enfin, l'État aura des données plus importantes pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire en termes de recrutement éventuel de ressources humaines. C'est une bonne initiative. 20 jeunes diplômés qui sont venus de leur wilaya ou bien qui viennent de Nouakchott. Il y a un centre de formation professionnelle à Néma. Donc il y a par exemple des auxiliaires vétérinaires de santé animale. Là, peut-être que ça sera des gens qui sortiront de Néma. Peut-être que ce sera des jeunes diplômés de l'ISET
de Rosso. Ce sera un appel à candidature totalement transparent que va mener Ouattanouna et l'association France Volontaire, qui a cette expérience depuis plus de 60 ans, va aider Ouattanouna à travailler avec ces jeunes, parce qu'il faut les accueillir, il ne suffit pas de les mettre comme ça, il faut travailler avec l'inspecteur qui va le recevoir, il faut travailler avec lui. L'objectif, il est double, à la fois de mettre un peu le pied à l'étrier de ces jeunes diplômés dans la vie professionnelle et à la fois d'aider les responsables techniques déconcentrés à faire plus que ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. J'aimerais quand même revenir un tout petit peu sur la particularité de ce projet du développement de la zone de couche qui est actuellement mise en œuvre grâce à au financement de l'AFD. C'est un projet novateur parce qu'il s'agit là de véritablement propulser le développement économique de ce territoire qui est connu pour sa précarité, pour sa pauvreté, et à travers de projets conçus par les locaux. Donc conçus par les locaux. Et là, l'approche justement d'amener des jeunes sortant soit des centres de formation professionnelle de NEMA, mais aussi de l'Institut d'enseignement technologique de Rosso, qui sont des jeunes qui sont formés par exemple aux techniques agricoles, aux techniques de collecte de lait, donc tous les secteurs productifs qui peuvent réellement propulser le développement local. Donc là, les projets qui vont être réalisés par les 3 communes de Bougadoum, Amourj et Adel Bagrou sont des projets qui répondent à des besoins réels des populations. Financés par les communes. Donc c'est quelque part un risque aussi que prend le partenaire. C'est la commune qui finance les projets. L'argent de la commune. À travers l'appui budgétaire. En quoi la base de données de la cellule contribue-t-elle à la réussite de ces projets et de ces programmes? Vous savez, cette base de données est extrêmement importante et la première du genre. Hein, ça, on en est fiers au niveau du Hod Sharqi d'avoir une base de données qui est la première du genre, en tout cas au niveau territorial dans le pays. Donc maintenant, cette base de données, elle est un peu un mapping des intervenants. On sait qui fait quoi et où et quelle est la répartition spatiale des services de base dans la région. Donc, au niveau des centres de prise de décision au niveau national, on pourra savoir que le secteur de la santé, par exemple, est en rouge au niveau de Nbek-Lahouach ou de Walata, est en vert au niveau de Djigeni, je dis n'importe quoi, mais c'est à peu près ça. Donc, le secteur de l'élevage, des interventions dans le domaine de l'éducation, on a plus d'intervenants dans cette zone que dans l'autre. Donc, le souci du gouvernement, c'est d'assurer une équité territoriale, une justice, une bonne répartition spatiale des intervenants et une justice justement dans l'accès des populations aux services de base. Donc déjà, cette base de données, actuellement, on est arrêté au niveau Moukata. Donc on a toutes les Moukata avec tous les projets qui interviennent, avec le projet là où il intervient, son domaine d'intervention, le volume des investissements et les actions réalisées et les actions programmées. Après, à terme, on va descendre au niveau commune. Donc pour les 31 communes, donc on va descendre du niveau Moukata vers le niveau commune, et pourquoi pas à terme aller même jusqu'au niveau localité. Comme vous le savez, il y a plus de 2700 localités dans le Hod, nous avons 31 communes, mais pour le moment nous travaillons seulement avec les 8 Moukata. Mais on espère à terme pouvoir descendre au niveau commune et aller au niveau localité. Et nous sommes en train de recruter un spécialiste en système d'information géographique, un spécialiste national, qui va s'approprier justement cette base de données pour pouvoir justement l'alimenter et la mettre à jour. Et à terme, enfin bientôt, nous espérons pouvoir la mettre en ligne pour que tout le monde puisse. Mais je crois que son importance, c'est justement de participer à ce souci du gouvernement, ce souci de son Excellence le Président de la République, d'équité territoriale et d'une meilleure répartition des services de base aux populations. Ça permet également de mesurer les impacts. C'est-à-dire, on sait aujourd'hui que nous avons des milliers je ne sais pas, mettons, j'ai mes fiches là, je pourrais regarder, que nous avons 50% de filles qui sont dans le primaire et que dans le secondaire, elles ne sont plus, par exemple, que 40%. À la fin, en 2025, avec les investissements qui ont été faits, on mesure également toutes ces statistiques-là. Et c'est l'ANSAD qui va les mesurer grâce aussi à cette base de données. Donc mesurer les résultats, rendre compte aux populations, rendre compte à l'État, rendre compte aux partenaires. C'est un peu tout l'enjeu de la cellule et qui a cet outil de la base de données qui nous permettra de le faire. Indépendamment de votre rôle de financier,
Est-ce que l'AFD a une partie de responsabilité dans le suivi ou le contrôle de ce qui se fait? Comment cela se fait-il? Est-ce que vous organisez des missions pour aller sur le terrain et vous assurer que l'argent que vous avez donné est utilisé à bon escient? Oui, mais comment est-ce que cela se fait? Nous finançons et nous contrôlons. C'est une responsabilité forte. Il s'agit, pour parler de l'AFD, de l'argent public du contribuable français. Donc la nécessité de contrôle est très forte. Nous le faisons de plusieurs manières. Nous organisons des audits chaque année pour savoir si l'argent a été utilisé comme il avait été prévu qu'il soit utilisé, qu'il a été utilisé correctement, que l'on n'a pas des coûts unitaires très élevés. Ensuite, nous avons des audits techniques pour être sûr que la salle de classe qui a coûté X millions de MRU, qu'on en a eu pour son argent. Bon, voilà, donc c'est une mission essentielle. Nos agents, nos collègues sont là pour ça et on contrôle de façon très, très sévère et très serrée. Et parfois, c'est pour ça que certains trouvent qu'on n'est pas aussi rapide qu'on le voudrait parce qu'on a besoin de d'être sûr que l'argent va être utilisé comme il doit être utilisé. Espérons-le. L'AFD finance, on le sait, ce n'est un secret pour personne, 3 de ces projets. Est-ce qu'elle prévoit de s'engager à l'horizon 2025 pour financer d'autres activités, aussi bien en Hod ou à l'intérieur du pays? Voilà, ça je voulais le dire. Donc les promesses qui avaient été faites l'année dernière pour la France, c'était un peu plus de 50 millions d'euros sur toute la période. Donc aujourd'hui, nous n'avons signé qu'un quart de ces 50 millions d'euros. Mais nous avons signé aussi beaucoup de conventions sur d'autres régions. Pour nous, on a ce focus, mais on veut faire attention à ne pas financer que dans le Haut-Achari. Donc nous intervenons beaucoup aussi dans les wilayas de la Saba, du Gorgol, du Guitimara. Très prochainement, nous allons aller dans le Tagant aussi, toujours sur l'approvisionnement en eau potable, qui est un secteur où nous sommes très présents, dans le Haut-El Garbi. Et nous sommes en train de préparer un projet pour la jeunesse sur les domaines de la culture et du sport, où vraisemblablement ce sera à Nouakchott et à Nouadhibou. Donc nous avons un travail particulier sur le Haut-Achari, non seulement en investissement, mais comme on vous l'a dit, en essayant de donner des outils à tous les acteurs locaux, mais nous travaillons dans les autres régions de Mauritanie aussi. Monsieur Mohamedou Ould Tijani, président du Conseil régional du Hod-Charqi, en votre qualité de président et même le Conseil, comment vous vous assurez que aussi bien le projet ou bien la coordination et les partenaires s'acquittent convenablement des tâches ou des principes qu'ils ont pris vis-à-vis de votre wilaya? Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'il y a un contrôle? Est-ce qu'il y a des réunions? Bien sûr, donc je disais, donc par rapport à cette question, c'est pour dire que nous avons un dispositif régional qui fonctionnait normalement, que ce soit, comme je vous ai dit, l'administration, les collectivités territoriales et la société civile. Maintenant, par rapport et nous, aujourd'hui, nous avons le nouveau échiquier, la coordination. Ça va nous permettre, nous, en tant que collectivité territoriale, de suivre de près toutes les activités en partenariat avec, bien sûr, cette structure. Mais comme je vous ai dit, nous avons besoin du concours de tout le monde et que nous avons besoin que les programmes soient exécutés rapidement dans les délais et techniquement fiables. Donc, nous ne pouvons que réitérer notre volonté et notre disponibilité à accompagner l'ensemble des partenaires au développement, à accompagner toutes les structures qui peuvent améliorer les conditions de vie de nos populations, accompagner les programmes du gouvernement, et ceci ne peut se faire qu'en étroite symbiose entre les différents intervenants. Donc, on ne peut que s'allier l'action des uns et des autres, et nous réitérons notre engagement pour les accompagner, pour réaliser
la volonté des pouvoirs publics, mais aussi satisfaire les besoins de nos populations. Monsieur le Président, nous avons l'habitude, à la fin de l'émission, de donner un dernier mot. Et on va commencer par vous. Qu'est-ce que vous voudriez dire à vos administrés et aux téléspectateurs qui vous suivent au sujet de cette rencontre et de cet ambitieux projet? Ce que je pourrais dire, c'est que d'abord, que nos populations sont heureuses de voir, comme je vous ai dit, le Haut-Charqi soit érigé en région pilote pour la mise en œuvre de la SCRAP. Ensuite, on se félicite également que le gouvernement et la volonté du président s'est porté de ce développement, mais aussi nous leur demandons également d'accompagner avec toute quiétude et assurance les efforts qui seront entrepris dans le cadre de ce projet et surtout d'en profiter davantage de toutes les infrastructures, que ce soit agricole, élevage et protection sociale, qui sont réalisées par ces projets et que ces infrastructures soient mises en œuvre et également protégées par les populations et exploitées à bon escient. Merci, Monsieur le Président, et bonne chance. Monsieur le Coordinateur, pour un dernier mot, puisque le temps imparti à l'émission touche à sa fin. Un dernier mot d'abord pour vous dire que le gouvernement attache un prix particulier à la bonne exécution des projets, non seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan financier. Parce que c'est l'une des raisons déjà de la création de cette cellule, parce que tout ce qui se fait doit se faire, pour le gouvernement, doit se faire d'abord en concertation avec la population, doit répondre à des besoins réels des populations, mais aussi doit se faire dans la transparence et l'intégrité totale. Donc c'est pourquoi nous avons mis en place, en plus du dispositif de coordination, un dispositif de suivi et d'évaluation des projets. Donc il ne s'agira plus pour un partenaire, une ONG ou un acteur quelconque de dire, voilà, j'ai réalisé tel chiffre sur le Haut-Charqi, mais comment, où et avec qui. Donc nous, le gouvernement, le ministère des Affaires économiques a mis en place un dispositif de suivi très important qui va permettre donc à l'État, à l'autorité, au conseil régional, aux communes, mais aussi aux partenaires, mais même aux populations, de pouvoir savoir effectivement ce qui a été réellement dépensé, où est-ce qu'il a été fait, comment il a été fait, par qui il a été fait et pour qui il a été fait. Donc ce dispositif de surveillance, il est actuellement en phase terminale. Et bientôt, parce que bientôt il sera accessible là aussi, il sera publié dans la plus grande transparence. Donc je tiens à rassurer les populations que depuis la table ronde de Néma, nous sommes actuellement à 24%, après quelques mois de la mise en place de la structure, 24% des projets lancés. Il nous reste encore 4 ans. Au niveau de l'AFD, ils sont à 25%. Donc, mais la moyenne globale est de 24%. Au niveau des financements annoncé à Néma, nous sommes actuellement exactement à 27,77% des montants effectivement, en tout cas engagés, en cours d'engagement. Donc c'est assez prometteur. Et nous avons, le gouvernement, grâce à la très bonne vision du gouvernement et la bonne politique qui est mise en place, et l'engagement aussi des partenaires à notre côté, parce que les partenaires sont réellement engagés à notre côté, ils nous accompagnent dans la mise en œuvre de ces projets-là. Et donc nous sommes très optimistes quant à l'avenir de cette région, et nous savons que l'intérêt qu'accorde son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour le développement harmonieux, équilibré de cette région, va se réaliser grâce à ces projets qui seront mis en place dans le Haut-Charqi. Bénédicte? Oui, le dernier mot serait donc tous nos encouragements pour cette cellule. C'était déjà un très bon point que le ministre de l'économie ait mis en place cette cellule. Elle est encore jeune, on va continuer à l'accompagner. Un message aussi, on voit le président du conseil régional qui est pressé, les populations aussi, et c'est vrai, c'est normal, mais nous sommes très engagés pour essayer d'aller le plus vite possible, mais pour aller bien, il ne faut pas non plus aller trop vite. Donc cette stratégie régionale, elle est jusqu'en 2025, elle doit prendre le temps de se déployer, et ce temps-là n'est pas du temps perdu, c'est pour bien étudier les choses de façon à ce qu'il y ait des ouvrages de qualité et des services publics de qualité qui soient rendus. Voilà.
C'est donc la fin de ce numéro de votre émission Zoom sur. Merci à nos chers téléspectateurs et téléspectatrices. Merci également à nos invités qui ont bien voulu se prêter à nos questions. Merci à l'équipe de la télévision qui a réussi à réaliser ce numéro. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.